Les chaînes de propagande russes diffusent de la musique de victoire et exhibent leurs dernières armes miracles à chaque événement positif en Ukraine, même s'il ne s'agit que de la prise d'un petit village. Mais cela masque la véritable histoire derrière la machine de guerre du Kremlin qui est complètement différente. 3 ans et demi après la promesse de Vladimir Poutine d'une opération rapide. La Russie perd non seulement la guerre, mais manque cruellement de ressources pour la mener. Les chiffres sont sans appel. Du drone de pointe au simple pneu en caoutchouc, le complexe militaro-industriel russe perd des fournitures vitales à un rythme alarmant pour tout ministre de la Défense. En résumé, l'armée russe s'épuise. Pour saisir l'ampleur de cet effondrement, il faut comprendre son processus. Chaque pénurie révèle non seulement un problème tactique, mais aussi l'échec systémique de systèmes militaires bâtis sur des décennies. Débutons par un élément qui devrait effrayer quiconque planifie des opérations militaires russes. Un modèle de guerre quasi inconnu avant 2020. Nous parlons de drones, plus précisément de petons de drones à vue à la première personne. Quand même le président russe Vladimir Poutine admet que ses troupes manquent d'équipement, vous savez que la situation est désespérée. Dans un rare moment d'honnêteté publique, Poutine a récemment ordonné aux usines russes d'augmenter d'urgence la production de drones vus à la première personne. Je le sais parfaitement, tout comme beaucoup de participants à notre réunion d'aujourd'hui. Pas moins bien que moi. Ces moyens de destruction sont encore insuffisants. Les chiffres qui sont insuffisants sont presque impossibles à comprendre. Selon cette même source, la Russie a acquis plus de 15 millions de drones et environ 4000 drones vus à la première personne sont envoyés chaque jour sur la ligne de front. Malgré cela, la Russie estime que ce n'est pas encore assez. Les gains territoriaux minimes montrent que Poutine pourrait, pour une fois, dire la vérité. Fin 2022, la Russie contrôlait environ 18% du territoire de l'Ukraine. 2 ans et demi plus tard, ce pourcentage a atteint un controversé 20%. La Russie a nécessité 15 millions de drones et d'autres ressources pour ne capturer qu'environ 2% du territoire ukrainien, comme vous le découvrirez bientôt. Pour saisir en quoi cela vous concerne, vous devez comprendre comment la guerre a radicalement évolué. Les drones vus à la première personne sont des drones commerciaux modifiés avec des explosifs ou d'autres équipements attachés, utilisés pour les jeux ou la photographie. Ce sont de petits appareils bon marché coûtant entre 500 et 3000 $ chacun, comparés aux systèmes militaires traditionnels qui coûtent des millions. Cela représente le même changement révolutionnaire survenu lors de la Première Guerre mondiale, lorsque l'aviation militaire est passée d'une curiosité de reconnaissance à une nécessité sur le champ de bataille. En seulement 4 ans, la Russie et l'Ukraine ne cessent de développer de nouveaux drones vus à la première personne tous les quelques mois, dans une course à l'avantage technologique. C'est là que la crise de la Russie devient évidente. Au début de la guerre en 2022, les deux camps utilisaient principalement des drones pour l'observation, suivant la doctrine militaire traditionnelle. Mais les forces ukrainiennes se sont vite adaptées, et, d'ici 2024, elles déployaient quotidiennement des milliers de drones vus à la première personne pour des frappes qui les précisent. Transformant des appareils électroniques, grand public moins cher, en armes capables de détruire des chars, la Russie, quant à elle, est restée enfermée dans des schémas de pensée développés à l'époque soviétique. La doctrine militaire russe traditionnelle privilégiait une puissance de feu massive et centralisée. Pensez aux salves de roquettes Katyusha, ou aux barrages d'artillerie concentrés capables de dévaster de vastes zones simultanément. Mais les conflits modernes exigent des capacités réparties et précises que fournissent les petits drones. Lorsque Poutine ordonne aux usines d'augmenter la production de drones, il l'admet essentiellement. Le complexe militaro-industriel russe n'avait pas prévu que la guerre s'éterniserait, causerait tant de pertes et nécessiterait un engagement économique et industriel aussi conséquent. Le problème de fabrication révèle la criticité de cette pénurie. L'Ukraine a converti des usines d'électronique civile pour produire des drones militaires en utilisant des composants courants tels que des caméras de smartphones et des manettes de jeux vidéo. Malgré une base industrielle plus vaste, la Russie peine à opérer cette conversion car son industrie de défense fonctionne selon des principes radicalement différents. Centralisée, secrète et optimisée pour les armes lourdes. C'est comme tenter d'utiliser une usine de locomotives pour produire soudainement des vélos. Les bataillons russes opèrent à l'aveugle, sans une couverture adéquate de drones vus à la première personne se fiant à des méthodes de reconnaissance dépassées. Pendant ce temps, les essaims de drones ukrainiens démantèlent leur position avec précision chirurgicale. Ensuite sur la liste, un élément que la Russie possédait probablement en abondance au début de la guerre. Vous vous souvenez des élégants missiles de croisière calibre et des missiles balistiques Iskander que la Russie exhibait fièrement lors des défilés militaires. Les analystes de la défense ont remarqué un changement discret et inquiétant opéré par la Russie de Vladimir Poutine. La Russie est passée de l'utilisation d'armes de haute précision et coûteuses à des tirs de missiles solaires soviétiques sur des cibles terrestres. Pour comprendre à quel point ce changement est radical, il faut saisir ce que représentaient les munitions guidées de précision pour la guerre moderne. Un missile de croisière coûte environ $1 million,
mais peut détruire une cible nécessitant des dizaines d'obus d'artillerie conventionnels pour être éliminé. De plus, un missile guidé de précision a une portée opérationnelle qui peut dépasser 160 km, alors que l'artillerie peine à dépasser 40 km. Ces armes utilisent le guidage Global Positioning System, la navigation inertielle et des autodirecteurs terminaux pour atteindre des cibles avec une précision de quelques mètres. Elles étaient supposées être la réponse directe de la Russie aux armes intelligentes américaines. La Russie utilise désormais les missiles de défense aérienne S-300 conçus dans les années 1970 pour abattre des avions de l'OTAN en altitude, comme des armes d'attaque au sol basique. Le système S-300 faisait partie d'une défense aérienne intégrée soviétique destinée à protéger contre les bombardiers stratégiques et les avions de chasse. Pas pour créer des cratères dans les positions ukrainiennes. Il était considéré comme relativement obsolète face aux avions modernes, mais certainement pas face à ceux actuellement utilisés par l'Ukraine, qui sont au mieux des F-16 et des Mirage 2000 vieillissants. L'importance historique de cette conversion ne peut être surestimée. Quand l'armée utilise des missiles de défense aérienne pour des frappes au sol, elle admet avoir épuisé ses capacités conventionnelles de frappe de précision. Cela sent aussi le désespoir, car les missiles S-300 sont beaucoup moins précis contre des cibles au sol. Les missiles sont conçus pour être guidés par radar ou suivre des signatures thermiques, ce qui les rend plus coûteux que des obus d'artillerie spécialisés. Ceci s'explique par le fait qu'à la mi-2023, le complexe militaro-industriel russe ne produisait que 60 missiles guidés par mois, d'un modèle non spécifié. La stratégie à long terme de la Russie a donc commencé à inclure des bombes planantes, le reste n'étant pas suffisant pour faire pression sur l'Ukraine. Une bombe aérienne de fragmentation 500 de l'époque soviétique, relativement simple, c'est-à-dire 500 kg ou 1100 livres de munitions explosives, équipée d'un système de guidage inertiel relativement moderne et de quelques ailes aérodynamiques. La Russie a également utilisé les cousines plus anciennes de la bombe aérienne de fragmentation 500, la bombe aérienne de fragmentation 1000 et la bombe aérienne de fragmentation 3000. Encore une fois, les chiffres indiquent le nombre de kilogrammes d'explosifs. La bombe aérienne de fragmentation 500 est considérée comme le modèle le plus répandu, l'Union des républiques socialistes soviétiques, en ayant accumulé en prévision d'une guerre défensive contre les États-Unis. Les bombes pomoplanantes ont démontré leur grande efficacité pour tester les défenses ukrainiennes. Cependant, leur manque de précision signifie que si la Russie en lance environ 3000 par mois selon les statistiques de janvier 2025, elle frappe généralement des champs vides plutôt que des cibles importantes. Nous sommes passés des missiles de précision ultramodernes aux intercepteurs, puis aux bombes non guidées améliorées avec du ruban adhésif et de l'électronique. La performance de la deuxième armée mondiale n'est pas à la hauteur des attentes, et aucune solution ne sera éternelle. La guerre moderne repose sur les microprocesseurs, et la Russie n'arrive pas à s'en procurer suffisamment, sa chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs étant en chute libre. En mars 2025, une usine de semi-conducteurs cruciale pour les pièces d'avion à Stavropol a dû fermer, ne pouvant plus couvrir ses coûts d'exploitation. En résumé, le gouvernement voulait payer la puce moins cher que son coût d'approvisionnement et de fabrication pour l'entreprise. Considérant que le budget militaire et de défense du pays pour 2025 représente environ 40% des dépenses publiques. Il est révélateur que même les sous-traitants militaires soient sous-financés et contraints d'essuyer des pertes financières à court terme ou de mettre la clé sous la porte. Cette tendance pourrait continuer, car les fabricants de microprocesseurs doivent contourner les sanctions grandissantes lors de l'importation de matériaux et technologies étrangers. Cela s'est produit parce que la Russie dépend des importations pour ses pièces militaires, conséquence de la crise économique après l'effondrement de l'Union soviétique dans les années 1990. Autrefois, les entreprises russes jugeaient plus rentable et efficace d'importer des composants occidentaux, plutôt que de conserver une production nationale onéreuse, une pratique qui a perduré. Cette dépendance engendre des failles que nous ne détectons que des dizaines d'années après. Privée d'accès au marché mondial, la Russie doit se tourner vers le marché noir, ou obtenir du matériel de faible qualité auprès de ses rares alliés, la Chine et l'Iran. Dans tous les cas, les coûts pour faire fonctionner des entreprises russes, sans pièces légitimes et de qualité, ne feront qu'augmenter. Ils sacrifieraient donc la qualité pour maintenir leurs opérations, produisant des équipements de qualité inférieure pour l'armée russe. Et nous avons déjà vu les conséquences de cela au-delà de l'usine de microprocesseurs elle-même. Déjà en mai 2022, un Su-34 russe, présumé, a été retrouvé avec un Global Positioning System commercial scotché dans le cockpit parce que celui d'origine avait simplement cessé de fonctionner. Même si la Russie résolvait sa crise des puces rapidement, elle était confrontée à un problème plus crucial, le manque d'explosifs. Des documents officiels et des images satellites montrent que Moscou s'active pour achever rapidement une nouvelle usine de Research Department explosive en Sibérie. Pourquoi cette panique ? Les réserves d'explosifs de la Russie sont basses, et les substituts importés de Corée du Nord sont de qualité médiocre.
les rendant pratiquement inutilisables. La trinitrotoluène et le Research Department Explosive sont une autre base de l'armement moderne. Ils remplissent les obus d'artillerie, les ogives de missiles, les bombes et les charges de démolition. Sans une production suffisante d'explosifs, une armée peut posséder de nombreux systèmes de lancement, mais n'a rien d'efficace à livrer. La Russie a produit 3 millions d'obus d'artillerie en un an, dépassant la production totale de l'OTAN. C'est en partie pourquoi la Russie a pu faire quelques progrès dans la guerre, bien que lents, malgré les pertes subies. Mais les obus d'artillerie fabriqués par la Russie sont peu efficaces, s'ils peuvent être contrés efficacement. Et l'Ukraine s'en est assurée en menant des attaques de plus en plus longues, portées grâce à des drones produits localement. Une grande partie de l'industrie russe se trouvait à l'ouest de Moscou, plus proche de la ligne de front imaginée avec l'OTAN, ce qui explique cette situation. De plus, l'Ukraine représentait une grande partie de la capacité industrielle de l'Union des républiques socialistes soviétiques à l'époque, d'où la proximité logique des dépôts de munitions. Cela est devenu un désavantage quand l'Ukraine a pu cibler les munitions. Les dépôts de munitions suffisaient d'une étincelle pour partir en flammes, explosant à cause des munitions stockées. Même la nouvelle usine en Sibérie profonde pourrait ne pas faire de différence. L'Ukraine a démontré qu'elle pouvait faire passer des drones en Russie et mener des attaques à plus de 2500 miles des frontières ukrainiennes. À l'instar de la fameuse opération Toile d'araignée, peu de lieux en Russie sont à l'abri des attaques. Et plus la production se déplace vers l'est, plus la logistique pour approvisionner la ligne de front devient complexe et coûteuse. C'est une situation où tout le monde est perdant. Mais les problèmes de la Russie vont bien au-delà de cela. Toute son armée s'effondre de l'intérieur, car la Russie manque de sous-officiers compétents. Dans les armées occidentales, les jeunes officiers comme les lieutenants et les capitaines servent de lien crucial entre la planification stratégique et l'exécution tactique. Ces officiers ont généralement de 4 à 8 ans de formation et d'expérience militaire, alliant expertise technique et capacité de leadership acquise via des programmes spécialisés. Le système d'éducation militaire russe a historiquement suivi le modèle soviétique, offrant une formation approfondie aux officiers et produisant des professionnels militaires hautement qualifiés. L'Union soviétique exploitait de nombreuses académies et instituts militaires, formant un corps d'officiers hautement qualifiés et bien entraînés sur le plan militaire. Ce système formait des professionnels qualifiés, mais nécessitait d'importants investissements en temps et en ressources difficiles à remplacer rapidement. Contrairement à l'Occident, la Russie a fortement décentralisé le suivi des performances et la remontée des informations dans chaque établissement scolaire. Chaque académie pouvait donc former ses officiers différemment, selon l'ambition ou la paresse de ses instructeurs. De ce fait, les niveaux militaires russes variaient considérablement d'un lieu à l'autre. De plus, la doctrine militaire russe est encore en retard sur celle de l'Occident. Elle pratique encore en grande partie des simulations prédéterminées et renforce une chaîne de commandement descendante, où les ordres doivent être suivis quel que soit l'état du champ de bataille. Ce ne sont pas des conscrits formés en quelques semaines, mais des soldats professionnels avec, en théorie, des années de formation spécialisée et d'expérience. La pénurie actuelle aura des effets en cascade à travers toute la hiérarchie militaire, qui se sont aggravés avec le temps. La Russie prévoit de créer 33 nouvelles écoles militaires en 2024 pour tenter de résoudre le problème, mais cela arrivera probablement trop tard pour avoir un impact significatif. Selon les prévisions optimistes, ces institutions ne formeront pas suffisamment d'officiers qualifiés avant 2028 ou 2030. Cela représente encore 3 à 5 ans de guerre, la Russie ayant déjà perdu 1 million de soldats dans 3 ans et demi. Cependant, l'indice le plus révélateur de la crise russe ne se situe peut-être pas sur le champ de bataille, mais dans les bilans budgétaires. Les revenus pétroliers et gaziers, principales ressources de la Russie, ont baissé de 34% en juin 2025 sur un an. Pendant ce temps, les dépenses de défense engloutissent désormais 40% du budget fédéral, paralysant le reste de l'économie. La crise budgétaire russe résulte de choix économiques sur plusieurs décennies, créant des faiblesses que les sanctions ont maintenant révélées. Durant le boom pétrolier des années 2000, les exportations d'énergie ont engendré des revenus colossaux qui ont financé la modernisation militaire, les programmes sociaux et les ambitions de politique étrangère. Parallèlement, la Russie est devenue dépendante des revenus énergétiques et elle a utilisé ses vastes ressources pour influencer la géopolitique mondiale. L'Union européenne était un grand importateur de pétrole et de gaz russe, ce qui a permis à la Russie d'exercer un contrôle sans précédent sur sa politique intérieure. Même 3 ans après que l'Union européenne a fortement réduit sa dépendance aux ressources russes, certains pays dépensent encore plus pour celles-ci qu'ils n'aident l'Ukraine. La baisse des revenus du pétrole et du gaz frappe au cœur même du modèle économique de la Russie. Les exportations d'énergie, qui fournissaient historiquement près de la moitié des recettes du budget fédéral, subissent des baisses spectaculaires, obligeant à choisir immédiatement entre dépenses militaires et programmes nationaux.
La situation s'aggrave car la Russie est passée à une économie de guerre, avec 40% de son budget consacré à l'armée, comme mentionné précédemment. Une baisse significative d'un pilier clé des revenus russes signifie que le pays devra trouver d'autres sources de financement. Vu le rôle de la Russie dans la victoire de la guerre, ce ne sera pas le complexe militaro-industriel qui sera affecté, mais plutôt l'éducation, les infrastructures, la santé ou le développement économique. Mais il y a une limite à ce que l'on peut prélever sur le reste de l'économie avant qu'elle ne s'effondre. Le Kremlin a annoncé des coupes budgétaires dès 2026, admettant qu'il ne peut maintenir les dépenses militaires actuelles. Cela a poussé la Russie à se tourner vers quelque chose considéré comme imprudent à l'époque moderne. Les entrepôts de stockage de machines soviétiques, abritant autrefois des milliers de véhicules, ressemblent désormais à des dépotoirs pillés, révélant la consommation systématique des réserves stratégiques. Pendant la guerre froide, l'Union des républiques socialistes soviétiques a produit plus de 44 000 chars de divers types, dont les T-64, T-72 et T-80, bien plus que toute autre nation dans l'histoire. Encore plus impressionnant, l'ancien et fiable T-55, dont le nombre était estimé entre 50 000 et 100 000 unités dans le monde. Après 1991, la Russie a hérité de vastes stocks de cet équipement, entreposés dans des dépôts militaires à travers le pays dans des conditions variables. La Russie a lancé ce conflit avec des T-80 et T-90 modernes, puis a utilisé des T-72 remis à neuf face aux pertes croissantes. L'Ukraine sort désormais des chars T-55 des années 1950, véritables pièces de musée, de leur stockage à long terme pour les envoyer au front. Chaque recul technologique de la Russie reflète l'utilisation de matériel ancien et moins performant, les systèmes récents étant épuisés et l'industrie incapable d'en produire de nouveaux. Pour illustrer cela, il suffit de regarder le fameux T-14 Armata. Ce char était censé être le nec plus ultra des chars de combat, une réponse directe aux véhicules occidentaux technologiquement supérieurs. Lors des premiers défilés du char, en 2015, il a été déclaré de manière incroyable que plus de 2000 exemplaires seraient produits d'ici 2020. Sans surprise, cet objectif a été reporté à 2025. Un plan réduit de 100 véhicules pour 2020 a été annoncé, mais ne s'est jamais réalisé. Quel est le statut actuel ? Avec moins de 20 chars en service dans les forces russes, qui ont été envoyés sur le front, en Ukraine, puis retirés sans ménagement, en quelques semaines. Si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez simplement les pertes accumulées. Oryx, un site web dédié au suivi en temps réel des pertes de chars russes et ukrainiens pendant la guerre, enregistre les confirmations visuelles de ces pertes. D'ici la mi-2025, la Russie avait perdu au moins 4000 chars, le nombre réel étant sûrement bien supérieur. Selon le même décompte, le total des pertes de véhicules blindés s'élève à 13 000, dépassant ce dont disposent la plupart des pays. Il n'est donc pas surprenant que la Russie commence à se tourner vers des machines plus anciennes. Il n'y en a tout simplement plus de nouvelles en production. Même si c'était le cas, le T-90M partage la même caractéristique dévastatrice que le T-64, le chargeur automatique. Alors que le mécanisme de chargement automatique permet aux chars russes de n'avoir que 3 membres d'équipage contre 4 pour leurs homologues occidentaux. Le mécanisme stocke les munitions près de la tourelle du char, avec une fine couche de blindage les séparant de l'intérieur. L'Ukraine a utilisé de petites drones équipés de mines anti-chars ou de grenades pour cibler des dépôts de munitions. Une explosion d'ammonitrate ici pourrait déclencher une réaction en chaîne avec les munitions, détruisant totalement le char. D'une certaine manière, le fait que la Russie utilise des T-55 a du sens, car elle commence à traiter ses chars avec le même mépris que ses soldats. Chaque char n'est qu'une cible supplémentaire pour l'Ukraine, vouée à subir les attaques de drones et de missiles de précision dans une guerre d'usure. Cependant, le signe le plus surprenant de la crise d'approvisionnement russe touche un élément souvent négligé. Pneus en caoutchouc. Les sanctions occidentales ont privé la Russie d'accès aux composés de caoutchouc, de haute qualité, et aux équipements spécialisés pour fabriquer des pneus. En conséquence, les véhicules militaires russes roulent avec des pneus tellement usés qu'ils risquent de tomber en panne. Les sanctions occidentales ciblent les pneus finis, ainsi que les produits chimiques et équipements nécessaires à leur fabrication. Cela crée des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement qui impactent la mobilité militaire de manière parfois peu évidente. Des analystes occidentaux ont souligné que la Russie pourrait faire face à une pénurie de pneus pour ses véhicules, ou devoir utiliser des pièces de moindre qualité, entraînant une crise potentielle. Cela peut sembler anodin jusqu'à ce que vous réalisiez que la guerre moderne dépend entièrement de la mobilité. Une armée immobile est vouée à l'échec malgré la sophistication de son armement. De plus, la météo est un facteur déterminant. À l'approche de l'automne, le sol en Ukraine va devenir un véritable bourbier à cause des pluies, rendant de bons pneus quasiment indispensables. Si la guerre dure un autre hiver et printemps, avec neige et fonte, la logistique pour déplacer de grandes armées sur les 1300 km de front sera encore plus compliquée, aggravant la situation. En prenant du recul,
Ces 8 points de crise agissent ensemble pour créer ce que les théoriciens militaires appellent une dégradation systémique. Quand plusieurs défaillances de la chaîne d'approvisionnement réduisent ensemble l'efficacité militaire, plus qu'une seule pénurie ne le laisserait penser. La Russie a fini la guerre en pensant avoir la deuxième armée mondiale la plus forte, appuyée par une industrie de défense robuste et des réserves soviétiques illimitées. Cette confiance n'était pas entièrement injustifiée. La Russie avait hérité d'énormes capacités militaires et passé des décennies à moderniser des systèmes clés. 3 ans et demi plus tard, la Russie rationne les explosifs, sort des chars anciens des entrepôts, adapte des missiles de défense aérienne en armes et manque cruellement de pneus en caoutchouc. Le gouvernement de Poutine dépense de l'argent qu'il n'a pas pour de l'équipement qu'il ne peut pas fabriquer avec des matériaux auxquels il n'a pas accès. Chaque pénurie crée des effets en cascade qui aggravent les autres, tel un engrenage défaillant provoquant l'arrêt d'une chaîne de production entière. Ce n'est pas seulement une dégradation militaire, c'est l'effondrement en temps réel d'un complexe militaro-industriel qui a mis des décennies à se construire. La machine de guerre russe ne s'assèche pas seulement, elle se cannibalise systématiquement pour alimenter un conflit qui consomme les ressources plus vite qu'elles ne peuvent être remplacées. Merci d'avoir regardé, et pour découvrir comment l'Ukraine a réussi cela, regardez notre vidéo sur la guerre des drones. Pour en savoir plus sur la guerre en Ukraine et la géopolitique mondiale, abonnez-vous à l'émission Militaire.